la première étape, c'est le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Et dans le constat que vous avez fait, vous avez rappelé que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à la suite d'une guerre civile qui a fait 400 000 morts, une guerre civile où M. Denis Sassou Nguesso a été emmené au pouvoir par des forces étrangères, principalement celles de l'Angola, du Tchad et des forces spéciales françaises. Donc, M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par les armes, il ne peut repartir que par les armes. Et du fait de ce constat, nous avons les années précédentes, en 2015, comme à l'élection où malheureusement nous avons perdu notre frère, M. Parfait Kolela, alerté qu'il n'était pas de bonne loi d'aller aux élections avec M. Denis Sassou Nguesso, pas parce que nous doutions que les candidats en tout cas, gagnerait cette élection, mais parce que M. Denis Sassou Nguesso ne pourrait pas partir par la voie démocratique, en tout cas pas par une alternance démocratique. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, effectivement, ne peut repartir que par la force, et pour cela, nous pensons qu'il y a trois principales options. 25 ans après le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par un coup d'État sanglant qui avait fait plus de 400 000 morts, on parle de 10% de la population congolaise décimée. Le commun des Congolais estime que ça a été une violence gratuite qui n'a servi à rien, sinon qu'à prendre le Congo-Brazzaville en otage par un groupuscule d'hommes et de femmes sans vision pour le Congo. 25 ans de misère, 25 ans de souffrance. Le Congo traverse actuellement une crise économique et financière sans égale. Même l'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure encore un luxe. Ajouter à cela la confiscation des droits et libertés fondamentaux, mais aussi de l'alternance démocratique. Ainsi, une large partie de la population congolaise estime qu'il est temps que Denis Sassou Nguesso parte, sinon qu'il faut le faire partir pour donner une nouvelle chance au Congo Brazzaville de se refaire. Parmi ces Congolais figure M. Mingwa Biango, connu des internautes. C'est le rédacteur en chef du célèbre site d'information en ligne Congo Liberty. Il est notre invité, l'invité du droit de savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir encore choisi TNR TV et bienvenue dans ce numéro du droit de savoir. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour Monsieur Mingwa Biango et merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Bonjour Monsieur et frère Christian Perrin. En tout cas, je tenais également à vous remercier pour tout le travail que vous accomplissez. D'abord vous-même parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez dû, suite aux persécutions auxquelles vous avez dû faire face, quitter notre beau pays que vous aimez tant pour nous rejoindre malheureusement en exil. Et il faut également dire que ces persécutions sont dues à l'exercice de vos fonctions parce que vous êtes un excellent journaliste et vous nous avez permis, nous qui sommes de la diaspora ainsi que la communauté internationale, de visionner les images de la campagne qui a contesté la modification de la constitution de M. Denis Sassou Nguesso, mais également de suivre en direct la campagne électorale des présidentielles de 2016. Et je remercie également toute l'équipe de TLR TV parce que c'est un outil supplémentaire que vous mettez à la disposition des combattants congolais qui aujourd'hui n'ont pour cesse d'avoir pour objectif ultime le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, merci à vous et merci à toute l'équipe. Je vous en prie, Monsieur Mingwa, tel que nous venons de brosser le petit tableau sur le Congo-Brazzaville, aujourd'hui sévit par une crise économique et financière. A-t-on exagéré ou il y a quelques aspects peut-être que vous aurez bien voulu que l'on marque également? Vous avez totalement bien résumé la situation du Congo et c'est cette situation-là qui structure notre démarche qui est faite de trois éléments principaux. C'est le départ de M. Denis Sassou Nguesso, c'est une transition politique et démocratique sans M. Denis Sassou Nguesso et nous avons également un programme de la création de 50 000 emplois les 5 premières années qui vont suivre le départ de M. Denis Sassou Nguesso
dans le cadre d'une transition démocratique et pacifique. Donc oui, vous avez fait un excellent résumé de la situation que malheureusement nos compatriotes et nous-mêmes vivions. Lorsque je vous entends répondre, j'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui est déjà en pleine action. Vous dites, en fait, vous parlez déjà là de l'après Denis Sassou Nguesso. Mais l'après Denis Sassou Nguesso suppose qu'il faut d'abord mettre terme à ce régime. Comment vous envisagez cela? Alors, vous savez, nous avons la chance d'être des humains normalement constitués, un peu comme des ordinateurs, hein. Vous savez que les processeurs d'ordinateurs sont des petits cerveaux en miniature, servent des machines. Donc, nous pouvons faire plusieurs choses à la fois. Mais effectivement, comme vous le dites, le, le, le- la première étape, c'est le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Et dans le constat que vous avez fait, vous avez rappelé que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à la suite d'une guerre civile qui a fait 400 000 morts, une guerre civile où M. Denis Sassou Nguesso a été emmené au pouvoir par des forces étrangères, principalement celles de l'Angola, du Tchad et des forces spéciales françaises. Donc, M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par les armes, il ne peut repartir que par les armes. Et du fait de ce constat, nous avons les années précédentes, en 2015, comme à l'élection où malheureusement nous avons perdu notre frère, M. Parfait Kolela, alerté qu'il n'était pas de bonne loi d'aller aux élections avec M. Denis Sassou Nguesso, pas parce que nous doutions que les candidats, en tout cas, gagneraient cette élection, mais parce que M. Denis Sassou Nguesso ne pourrait pas partir par la voie démocratique, en tout cas pas par une alternance démocratique. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, effectivement, ne peut repartir que par la force, et pour cela, nous pensons qu'il y a trois principales options qui peuvent le faire partir. Parmi ces options, vous avez le coup d'État militaire, donc le coup d'État de palais, sauf que, comme vous le savez, M. Denis Sassou Nguesso a privatisé, vous l'avez rappelé, l'économie, mais principalement l'armée, celle qui lui permet de garder le pouvoir, est composée à 90% des membres de son clan, donc des Moshi. Alors, est-ce que des Moshi, aujourd'hui, autour de lui, peuvent le renverser? Beaucoup en doutent, mais pour notre part, nous pensons que au sein de ce clan, comme nous l'avons vu pendant le procès des généraux Nyangambwala et Dabira, il y a des personnes, des nationalistes dans ce clan-là qui sont tous les jours humiliés. Et pour vous dire, hein, c'est vrai que nous voyons parfois ces dignitaires civils ou militaires dans des belles voitures à Brazzaville, on les voit en Occident, ils achètent des maisons, mais leur nomination, si vous voulez, sont précédées par des séances d'humiliation. Vous avez donc, comme entre autres conditions, donc de partager sa femme et même ses filles avec certains dignitaires du pouvoir. Vous avez Oui, mais également… Monsieur Mingwa, lorsque vous dites ça, il y a quelques éléments d'appréciation, c'est documenté, vous pensez? Alors, comme vous le savez, on est ici dans une émission publique, on ne va pas citer de nom, mais nous savons tous que M. Denis Sassou Nguesso est un adepte du satanisme. Et donc, il faut comprendre que ce qui compte d'abord pour M. Denis Sassou Nguesso, c'est vrai, c'est d'abord d'être mochi, hein, lorsqu'on ne fait pas partie de sa clientèle d'une autre région, mais c'est surtout la loyauté, mais la loyauté dans la domination. Donc, pour atteindre cette domination, il y a des séances, effectivement, où on est obligé de vous soumettre et la soumission, c'est emmener, en tout cas, partager sa femme avec celui qui l'aura choisi, ou même ses filles. Vous savez que plusieurs de ses collaborateurs sont aujourd'hui devenus ses beaux-parents parce que M. Denis Sassou Nguesso a fait des enfants avec leurs filles. On ne va pas les citer ici. Vous avez également des pratiques qui ont été dévoyées dans les loges maçonniques. Hein. Comme vous le savez, les loges maçonniques en Occident où nous vivons sont des loges, en tout cas des fraternités qui font avancer leur pays dans le débat. Bien malin qu'il pourrait dire, quelles sont les réflexions que mènent les loges maçonniques au Congo. M. Denis Sassou Nguesso et ses sbires ont dévoyé ces loges maçonniques avec des pratiques, il faut le dire, excusez-moi, d'homosexualité. Donc, toute cette kyrielle d'humiliation aujourd'hui sont faites
aux gens que M. Denis Sassou Nguesso nomme en tout cas son pouvoir. Mais monsieur Mingwa, lorsque vous parlez qu'il faut procéder par la force, vous l'avez dit tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso ne pourra partir que par la force, alors que de l'autre côté, il y a des opposants qui parlent plutôt d'un dialogue inclusif. Comment se fait-il que vous vous situez, mais carrément sur la voie de la violence, et vous êtes parmi les rares, hein, tout de même, qui le disent ouvertement? Alors, nous le disons, mais je vais terminer mon propos, vous allez m'excuser. Donc, il y a trois options. Il y a l'option du coup d'État à laquelle nous croyons suite aux différentes humiliations que subissent les collaborateurs de M. Denis Sassou Nguesso. Vous avez la voie d'une rébellion armée, mais qui n'est pas notre démarche. Hein. Nous citons ici les différentes options parce que nous pensons que le peuple congolais a suffisamment souffert et pour notre part, nous sommes des partisans du pacifisme. Et vous avez une troisième option, toujours dans le rapport de force, qui est celle de la révolution populaire et pacifique, et c'est celle que nous prenons, et celle-ci est la cause, la conséquence de la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso que vous avez brillamment peinte au début de votre propos. Donc, nous nous inscrivons plutôt, pour notre part, dans le pacifisme et donc dans la révolution citoyenne, démocratique et pacifique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Une insurrection populaire, c'est cela? Alors, une insurrection populaire, effectivement, elle se prépare. Aujourd'hui, ce que les Congolais doivent savoir, moi, aujourd'hui, je ne suis pas militaire. Donc, vous ne pouvez pas venir me parler de coup d'État parce que ce n'est pas du tout dans mes prérogatives. Moi, je suis un civil et je pense que le peuple congolais a suffisamment souffert. Monsieur Denis Sassou Nguesso le sait aujourd'hui, il est honni par ce peuple. Une révolution a déjà été, et vous étiez au pays, quelque part empêché par les faux opposants, parce que le peuple n'attendait que cette révolution-là. Elle ne s'est pas faite, nous savons qu'elle est inéluctable. Alors, chacun doit prendre, pour qu'elle se réalise, sa part de responsabilité. C'est-à-dire que nous qui le disons, moi, je ne me permettrai pas d'appeler à une révolution pacifique si de notre côté, nous ne sommes pas assurés dans le lobbying que nous faisons que la communauté internationale suivra. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est facile de le dire de l'étranger, mais si des massacres ont été commis en 2016 pendant la campagne électorale et si des opposants ont été arrêtés, couperés encore en prison, le général Mokoko, mon frère Okombi Salissa et d'autres, c'est parce que nous qui sommes de la diaspora avons failli, n'avions pas été à la hauteur des événements. Donc, voilà aujourd'hui notre responsabilité. Mais pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, il faut donc que nous envoyions des signaux à cette époque. Mais je vous avoue que le travail est considérable parce que il y a des choses que nous pouvons faire et que nous n'avons pas faites, c'est-à-dire l'unité dans l'action. Nous n'avons pas aujourd'hui une organisation, en tout cas une visibilité sur le plan de ce qu'on appelle la résistance. Donc, il faut peut-être repartir aux fondamentaux. Repartir aux fondamentaux, c'est quoi? C'est que toutes les organisations, on parle du CRC, on parle des assises, on parle d'autres organisations que je dis. Vous avez M. Bungadia, vous avez des indignés et vous en avez d'autres. Hein. Il y a des Congolais qui sont dans l'ombre et c'est les plus nombreux. Donc, il faut peut-être qu'on reparte à un congrès de la diaspora, comme l'avait initié à l'époque Roland Lévy-Nitou et les indignés du 242, avec d'autres Congolais, bien sûr. Il faut peut-être aussi qu'on commence à regarder la proposition de M. Bungadia sur la conférence internationale qui prône. M. Jean-Luc Malika avait déjà au sein des assises, pour ceux qui le savent, cette démarche-là, mais c'était avec le cardinal sénégalais à Dakar. Donc, il faut aussi que nous comprenions, nous qui militons pour la restauration de la démocratie, qu'il faut qu'on s'asseye pour réfléchir le Congo de demain, en tout cas pour notre part. Nous y réfléchissons déjà dans le cadre. Oui, mais monsieur Mingwa, si vous militez pour la restauration de la démocratie, n'est-ce pas paradoxal de prôner encore une prise de pouvoir par la violence, par la force? Mais écoutez, vous savez, moi, par principe, je suis contre les coups d'État.
quand je dis je suis contre les coups d'État, c'est que tout coup d'État en Afrique, comme on le voit, qui renverse des pouvoirs démocratiquement élus, en tout cas lorsque c'est le cas, je m'insurge toujours. Mais des coups d'État qui vont renverser les dirigeants qui ont modifié la Constitution, donc qui leur permettent aujourd'hui de faire un troisième mandat, je vais être clair, comme en Côte d'Ivoire, pour ne pas citer M. Alassane Ouattara, j'applaudirai. Ce type de coup d'État-là, effectivement, c'est un peu comme celui, si demain il y a un coup d'État contre M. Denis Sassou Nguesso, j'applaudirai. Mais c'est vrai que lorsque un coup d'État, par exemple, lorsqu'un pouvoir démocratiquement élu est renversé, ça a été le cas au Congo. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on attend. Donc, il faut distinguer les choses. Et M. Denis Sassou Nguesso, malheureusement, ne peut partir que par la force. En tout cas, quand je dis la force, il y a ceux qui prônent la force armée. Ce n'est pas mon cas. Nous prônons une révolution démocratique et pacifique des populations. Et que pensez-vous de ceux qui parlent d'un dialogue inclusif? Alors, d'un dialogue inclusif, moi, j'essaie d'être constant. On parle d'un dialogue inclusif, mais tout dialogue. Pour ne pas parler du Congo, on va parler du monde du travail. Lorsqu'un syndicat obtient des avancées, c'est qu'il y a eu un rapport de force. On ne peut pas parler de dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso si le rapport de force est celui que nous connaissons aujourd'hui. Il faut être sérieux. Autant dire que nous sommes fatigués, nous voulons participer au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Et pour vous dire, ces personnes qui prennent le dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso ne risquent rien parce que demain, elles peuvent revenir dans l'opposition et nous les applaudirons. Vous savez, les Congolais ont la mémoire courte. Il suffit de crier haut et fort que M. Denis Sassou Nguesso est mauvais, même lorsqu'on a mangé avec lui, pour qu'on les applaudisse. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques d'aller au dialogue et c'est pour ça que ces personnes-là vont tenter leur chance. Lorsque je vous entends répondre, je vois en vous quelqu'un qui prône déjà l'après Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, mais après l'après Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord qu'il parte. Et vous avez dit, vous avez cité les quelques trois options que vous pensez par lesquelles il devrait partir. Mais est-ce que pour autant, on peut parler maintenant de l'après Sassou Nguesso, une fois qu'il est parti, mais bien avant? Ce discours, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu aussi, comme tous les Congolais d'ailleurs. Hein, c'est tout le temps, on nous dit il doit partir, bientôt il partira, il ne lui reste que ceci, ce n'est plus que question des jours. Ça, on entend ça tous les temps sur les réseaux sociaux comme dans certains médias, mais j'ai l'impression que vous revenez sur ce même refrain. Qu'est-ce qui peut, en fait, distinguer votre discours par rapport à d'autres que nous avons déjà entendus, dans le même sens, bien entendu? Mais écoutez, effectivement, nous ne parlons pas de choses nouvelles. Après, il faut regarder dans le détail, dans le contenu. Aujourd'hui, nous avons, pour notre part, commencé à réfléchir à travers les tables rondes que nous avons organisées, dont j'ai été co-organisateur en 2016 sur une prospection et des propositions pour le Congo de demain. Ce que les Congolais doivent comprendre, et vous le dites aujourd'hui, regardons notre propre histoire. Nous avons été surpris, quand je dis nous, les Congolais, avions été surpris par la perestroïka qui a emmené la conférence nationale souveraine et le multipartisme au Congo. Aujourd'hui, rétrospectivement, pour ceux qui réfléchissent, ils constatent que la conférence nationale, qu'on nous a présenté comme étant le moment où on réfléchirait sur les problèmes du pays, la conférence nationale, finalement, s'est avérée et elle a ses mérites, hein, mais en tout cas, la conférence nationale, pour beaucoup de participants, n'avait pour but que d'écarter M. Denis Sassou Nguesso et d'accéder au pouvoir. Je vous le dis pourquoi, parce que vous voyez comment a été bâclée la Constitution de 1992. Je vous prends un exemple simple sur la Constitution de 1992. Lorsque, dans le préambule, je pense, hein, je n'ai pas les compétences historiques du constitutionnaliste Bankunda Pélé,
Mais quand on vous dit dans la Constitution de 1992 que le Congo est un pays décentralisé, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est celui qui gagne les élections, donc M. Lissouba, qui avait gagné les élections, qui est venu imposer sa vision de la décentralisation. Pendant que si on avait réfléchi à la décentralisation, on aurait mis, si vous voulez, beaucoup plus de détails que ça, que M. Lissouba n'impose pas. Et c'est normal, en tout cas, la loi le lui permettait d'imposer sa vision de la décentralisation aux autres. Donc, cette constitution était déjà, dans son essence, conflictuelle. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on anticipe, d'autant plus que la conférence nationale n'a pas réglé les problèmes fondamentaux du Congo. Parce que le problème du Congo... Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, selon vous? Alors, il faut qu'on se réfère à notre histoire. Et moi, j'ai eu la chance d'écouter M. Pascal Lissouba à ce sujet en privé, avant qu'il ne soit président de la République, juste après la conférence nationale, lorsqu'il a perdu les élections. C'était chez Feu Christophe Mukwege. Nous étions à l'époque en 1991. Alors, pourquoi je vous en parle? Monsieur Lissouba, à l'époque, je n'avais pas, moi, la conscience politique que j'ai aujourd'hui. Lorsqu'on lui demande quelles sont les conditions qui ont fait qu'il ait perdu l'élection à la primature de la République, monsieur Lissouba répond en disant effectivement, j'avais un programme pour la transition démocratique, mais ce que vous devez savoir, c'est que le problème du Congo, c'est la distribution du pouvoir politique entre élites régionales. Et quand M. Lissouba lui dit, je me rappelle, moi j'étais encore au terminal, je ne comprenais pas bien le sens de son propos. Tout ça pour vous dire que M. Lissouba, il sort ce propos en 91, donc juste avant qu'il ne rejoigne Nairobi, connaissait les problèmes du pays. On va se projeter à 59. En 59, il y a des affrontements entre les partisans de M. Youlou et de M. Opango. On peut revenir à 91. Bref, le pouvoir, le problème fondamental du Congo, c'est donc un problème politique et il est axé sur la conquête et la conservation du pouvoir. Donc, il faut régler ce problème sur le plan institutionnel. Si vous ne réglez pas ce problème, vous aurez demain d'autres M. Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse les vrais problèmes du Congo. Alors, nous avons connu des guerres civiles au Congo-Brazzaville. Monsieur Perrin, vous êtes un habitué de l'actualité. Lorsque vous suivez des affrontements ethniques en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou en Afrique de l'Est, c'est souvent des communautés Peul ou Bambara qui se sont attaquées pour des problèmes de pâturage de bétail. Jamais au Congo, on a entendu que les Mboshi sont allés attaquer les Bateke ou les Mboshi sont allés attaquer les Lari, les Bembe. Tous les conflits ethniques que nous avons connus au Congo sont dus à l'instrumentalisation des communautés, mais par des politiciens qui n'avaient comme objectif que d'accéder au pouvoir ou de conserver le pouvoir. Ça veut dire que si vous ne réglez pas les problèmes politiques au Congo, vous connaîtrez à vitam aeternam des guerres civiles. Donc, entre communautés au Congo, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est l'instrumentalisation, d'où une réflexion profonde sur ces problèmes qu'il ne faut pas fuir. Ensuite, il faut traduire ce compromis politique à travers les institutions futures du pays. Et pour notre part, nous avons donc comme architecture des futures institutions du pays un président honorifique, en tout cas une institution de la présidence honorifique. Elle peut prendre la forme que prend Est-ce que vous êtes déjà là sur la trame de ce que vous appelez la transition après Denis Sassou Nguesso, c'est ça? La transition après Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire que pour notre part, il faut qu'on soit clair, c'est-à-dire il faut que M. Denis Sassou parte, mais en parallèle, nous réfléchissons sur le règlement pacifique des problèmes au Congo. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Si vous ne réglez pas la distribution du pouvoir politique au sein des élites régionales, ce n'est pas en s'asseyant dans un coin en réglant les problèmes. Non, il faut que ça se traduise dans les institutions de la République. Et comme vous le savez,
les frères du Grand Niari et du Poul se sont entretués à cause du pouvoir. Les communautés sœurs qui ont toujours vécu dans dans la plus grande quiétude se sont malheureusement canardées à cause du pouvoir, ce qui n'était jamais arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut régler les problèmes de conquête du pouvoir au Congo-Brazzaville, en tout cas du partage du pouvoir, vous ne connaîtrez plus, je le pense, des guerres ethniques au Congo-Brazzaville. Mais ça doit se traduire dans les institutions. D'où, pour notre part, nous pensons que les institutions de la République, en ce qui concerne la présidence, elle doit être à titre honorifique, d'accord? Et vous avez ensuite ce que certains appellent le fédéralisme. Moi, j'appellerais plutôt ça le régionalisme. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'énoncer un concept pour que les Congolais se braquent. Donc, pour notre part, nous pensons qu'il faut une régionalisation au Congo. Ensuite, on pourra, dans une prochaine émission, revenir aux détails. Donc, vous avez la politique, mais comme on a parlé de conservation du pouvoir, la conservation du pouvoir ou la conquête du pouvoir se résume dans la fameuse maxime congolaise: le pouvoir est au bout du fusil. Ça veut dire qu'il y a un autre problème dans notre pays, c'est celui de l'armée. Que faire de cette armée aujourd'hui, certes tribale? Est-ce qu'il faut la conserver? Est-ce qu'il faut la rééquilibrer? Certains disent qu'il faut la dissoudre. Donc, il faut, pendant cette transition-là, régler les problèmes de l'armée. Mais n'est-ce pas là, en réglant, en cherchant bien entendu à dissoudre par exemple l'armée, n'est-ce pas là une manière de créer encore d'autres frustrations? Et j'allais en fait vous poser la question de savoir, vous pensez que le problème du Congo est un problème constitutionnel ou c'est un problème culturel? Ah non, je vous ai dit que pour ma part, nous pensons que le problème du Congo est un problème politique. Il faut demain des grands hommes qui comprennent que nous ne pouvons pas continuer à nous canarder pour des questions de pouvoir. Il faut que le compromis politique se traduise dans les institutions. C'est une négociation. Je vais vous prendre un exemple parce que souvent on ne se réfère pas trop à notre histoire. La première constitution de la première République française, de la République congolaise, celle du 2 mars 1961. Si vous faites une étude comparée des constitutions des républiques africaines ex-colonies françaises qui ont accédé à l'indépendance dans les années 60, elles avaient toutes les mêmes constitutions à la virgule près, sauf celle du Congo-Brazzaville. Et je vais vous dire pourquoi. Celle du Congo-Brazzaville intégrait le poste de vice-président. Mais on a intégré le poste de vice-président pour régler un problème politique qui était celui de M. Jacques Opango. Donc, vous voyez que toute constitution doit être adaptée à la sociologie politique du pays. Et donc, nous ne devons pas en avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des craintes du côté de nos frères du Nord qui pensent que si les Congo reviennent au pays, on va les massacrer. Mais il faut qu'on en discute. Sinon, vous allez voir prospérer des idées qu'on voit ici et là, hein, que je peux comprendre sur la cession du Congo. Donc, ayons le courage. Oui, mais évidemment, Monsieur Mingwa, puisque vous soulevez la question, je voulais juste savoir, est-ce que le problème du pouvoir est un problème d'ethnie? Est-ce que pour être au pouvoir, il faut être un Bakongo ou je ne sais pas, quelqu'un du Nord ou de l'Est, de l'Ouest? N'est-ce pas un problème de compétences et des idées que l'on a à vouloir mettre ou à partager pour l'intérêt, bien entendu, supérieur du pays? Mais, Monsieur Christian-Perrin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il ne suffit pas de plagier, en d'autres termes, la Constitution française pour que les choses se passent correctement chez nous. Dans nos sociétés, vous avez une gouvernance démocratique. Quand je parle de nos sociétés africaines, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont emmené la démocratie en Afrique. Je peux même vous dire que la verticalité du pouvoir a été importée chez nous par les Occidentaux, mais vous avez encore, même si elles ont été vidées un peu de leur substance, on va dire des pouvoirs, des royautés au Congo, j'ai pas envie de dire des pouvoirs monarchiques. Vous avez le roi des Batéké, discutez avec nos frères Téké, ils vous diront que le roi des Batéké règne, il ne gouverne pas. Vous discutez avec nos frères du Luango, ils vous diront que le roi du Luango règne, mais
ne gouverne pas. Et on peut également repartir dans l'histoire du royaume Congo. Vous aviez des provinces. Donc, vous aviez un roi Congo qui était situé, selon les historiens, dans la partie de l'Angola, mais vous aviez des provinces en RDC, en République du Congo, en tout cas dans notre pays. Mais ces souverains-là ne régnaient pas, n'étaient pas des dictateurs. Et mieux, nous avons encore le village chez nous. Lorsqu'on règle les problèmes chez nous, vous avez les sages qui s'asseyent, il y a des décisions qui se prennent, mais ce sont des décisions qui se prennent dans le consensus, et c'est ce que nous appelons la gouvernance démocratique africaine. Et il y a un ouvrage qui l'explique très bien, c'est l'ouvrage Lumbongi de M. Mfumu Andeli Amaya, qui explique cette gouvernance qui était celle des Bantous. Il a résumé ce concept, la bantoucratie. Donc voilà un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous entendez les Occidentaux nous dire que les Africains aiment des chefs forts, puissants. Non, c'est les Occidentaux qui ont importé ça chez nous pour avoir le contrôle, effectivement, de ces personnes qui nous écrasent pour à leur fin, c'est-à-dire pour défendre les intérêts des Occidentaux. Mais nous n'avons jamais vécu comme ça. Donc, il faut que les Africains, il faut que les Congolais reviennent à la gouvernance démocratique qui était la nôtre, mais tout ça… Enfin, vous voulez parler du fédéralisme, c'est cela? Alors, moi, vous savez, les concepts, c'est pas trop mon truc. Il faut déjà poser les problèmes. Ensuite, on répondra comment régler ces problèmes. Et lorsque vous avez cette démarche, nous arrivons à un stade où nous nous disons, mais pourquoi voulez-vous qu'un pouvoir central décide d'un collège à construire dans ma contrée à Muyonzi? Pourquoi voulez-vous que ce soit le pouvoir et non le conseil régional? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous avons, nous, si vous voulez, des propositions à faire. Vous avez d'autres frères qui ont d'autres propositions. Il faut qu'on discute comme des hommes civilisés et nous avancerons, par exemple, sur la capitale fédérale, par exemple. Nous pensons, pour notre part, qu'elle doit se situer à Ouesso dans la Songa. Donc, il faut qu'il y ait un maillage pour que les Congolais se reconnaissent dans la régionalisation en mettant des garde-fous et en décidant surtout de l'autonomie financière de ces régions-là. En tout cas, pour notre part, nous pensons qu'il faut qu'on garde les 9 régions. Hein, c'est vrai qu'il y a des propositions comme celle de Mfumu Amaya Andelibiv et même de David Londi qui disent qu'il faut regrouper des régions. Nous pensons que ça peut être une étape à venir, mais si nous commençons par dire à mes parents de la Bouéza qui vont peut-être se retrouver avec le poule ou avec les plateaux, sans qu'on ne regarde le contenu, on va déjà commencer à s'échapper. Donc, laissons nos régions telles quelles. Mais donc, dans le cadre de la transition que vous proposez de l'après Denis Sassou Nguesso, comment vous entrevoyez l'accès au pouvoir, c'est-à-dire l'accession à la magistrature suprême? Comment cela devrait s'organiser? Écoutez, pour notre part, nous pensons que… Parce que vous parlez d'un président honoraire, comment arrivera-t-il à ce niveau? Vous avez les futures institutions, donc c'est celles, si vous voulez, qui doivent être discutées pendant la transition, les futures institutions, mais vous avez les institutions de la transition. Alors, si M. Denis Sassou Nguesso, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'il y ait un coup d'État militaire, qu'il y ait une révolution de palais ou une rébellion, qu'il y ait une insurrection, tout ça. Une insurrection, c'est toujours l'armée qui prend le pouvoir. Lorsqu'on est en dehors d'une élection présidentielle comme celle où M. Gbagbo a accédé au pouvoir, mais c'est toujours l'armée qui prend le pouvoir. Mais ensuite, il faut des discussions, mais pour cela, il faut que le rapport de force le permette. Donc, nous pensons… Oui, mais l'armée qui prend le pouvoir, à l'instar de l'armée congolaise, ce n'est qu'une récupération, finalement, du pouvoir par… Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, pour notre part, que nous travaillions également. Il a suffi du discours de la Baule, hein, même s'il y avait… sur le plan endogène, également une pression sur le plan international. Il faut qu'on sorte du cadre congolo-congolais. Et c'est ce qui, si vous voulez, a causé la perte de M. Lissouba, qui est de se contenter d'une vision congolo-congolaise de la politique, pendant que M. Denis Sassou Nguesso avait une vision internationale.
aujourd'hui, l'armée congolaise, si vous voulez, n'est forte que lorsqu'elle est devant des civils désarmés. Si demain, la communauté internationale décide de mettre M. Denis Sassou hors d'état de nuire, allez, on va parler de la France qui est au Congo de la communauté internationale, M. Denis Sassou Nguesso va s'effacer puisque c'est un valet de la France. Donc, il y a tout ce travail à faire, mais je peux vous dire que pour ma part, je pense que demain, dans une transition, on va parler par analogie de celle qui s'est faite au Burkina Faso. Je pense qu'on peut avoir un exécutif de la transition où vous avez l'armée qui propose un premier ministre et puis un civil qui est président de la transition. Pourquoi? Parce qu'il faut, je pense, avec l'armée, reconstruire le pays. Mais pourvu que l'armée fasse sa part du travail pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Si ce n'est pas le cas, effectivement, le moment venu, si nous réussissons à faire M. Denis Sassou Nguesso, il est fort à parier que cette armée soit dissoute et que nous retenions que les militaires républicains. Et lorsque vous dites vous reteniez les militaires républicains, vous qui? Vous, Mingwa, ou votre structure politique, ou ces forces que vous allez fédérer autour de vous, et comment le ferez-vous? Tous ceux qui pensent comme moi. Et pour vous dire, aujourd'hui, vous voyez ce que cette armée, en tout cas, est en train de faire. Enfin, je parle d'armée, excusez-moi. Je vais sûrement me faire reprendre après cette interview. On me dira que l'armée, c'est plutôt une milice tribale. OK. Mais quelle formation ont ces soudards qui tuent gratuitement des civils, des gens qui sont allés violer, massacrer dans les régions du Poul et du Grand Niari? Quel mérite ils ont, ces gens-là? Je pense qu'il Et à faut... Ikonongo aussi, il faut le dire. Ça, on a toujours tendance à oublier. C'est-à-dire que vous parlez d'Ikonongo, je suis d'accord avec vous. Bon, on était, si vous voulez, sous le régime du monopartisme à l'époque. Hein. Donc, bon, il y a eu la conférence nationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une lecture un peu plus large. Mais pour parler à nos contemporains, on va s'arrêter aux faits historiques qui leur parlent. Donc, ces personnes-là aujourd'hui qui enlèvent des jeunes dans les quartiers pour les assassiner. Vous savez, moi, à mon époque, intégrer la police était un privilège. On n'intégrait pas la police lorsqu'on n'avait pas son BMG. Vous avez aujourd'hui des policiers qui n'ont aucune formation, aucune éducation. Non, je regrette. Dans un programme un peu plus large, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, on ambitionne de créer 50 000 emplois au Congo et on pourra effectivement reclasser ces soldats qui gagnent pour certains 40 000 francs dans des coopératives agricoles et ils gagneront mieux leur vie. Vous savez que tous ces jeunes, même Moshi, vont dans l'armée parce qu'il n'y a aucune autre alternative. Sur quoi allez-vous vous en tenir pour mettre Denis Sassou Nguesso hors, bien sûr, pour bouter Sassou Nguesso dehors? Est-ce que c'est juste un parti politique? C'est une organisation des partis? Vous étiez en train de nous expliquer au départ, au demeurant là, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est encore un projet, comme tu dirais, de vouloir fédérer toutes les forces au niveau de la diaspora? Vous avez cité d'ailleurs d'entrée de jeu quelques partis, vous avez dit le CRC, vous avez parlé des assises et bien d'autres structures. Vous avez même cité Monsieur Boukadia là-dedans. Est-ce que c'est encore un projet ou bien c'est déjà structuré? Ah non, il y a aucune structuration. Je vais vous expliquer que si aujourd'hui nous en sommes là, il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité. Nous avons failli, nous sommes incapables, depuis l'échec des assises, nous sommes incapables de nous asseoir, de discuter pour avancer. Au Congo-Brazzaville, comme je le dis, il y a de la place pour tout le monde, surtout pour ceux de la diaspora, parce que demain, le Congo, synonyme, prenons garde, importera des ressources humaines. Or, vous avez une diaspora congolaise très formée. Donc, il faut à un moment donné qu'on discute, tout le monde aura une place au Congo. Donc, nous n'avons pas pu nous regrouper, comme je disais, pour reprendre une expression de Benjamin Kangamani. Ce qui compte, c'est l'unité d'action. On ne demande pas de fondre dans une organisation, mais je pense qu'il faut qu'on sache ce que l'on veut pour que demain, M. Denis Sassou Nguesso partira, même à la force de l'âge. Hein, M. Denis Sassou Nguesso est au soir de sa vie. Quand je dis ça, c'est-à-dire que moi, demain, je peux partir avant lui, plus jeune, oui, mais M. Denis Sassou Nguesso, pour le Congo, est à la fin de sa vie. Donc, comprenez qu'on
Et Bref, comment vous concevez ce monsieur Denis Sassou Nguesso? Est-ce que c'est la personne de Denis Sassou Nguesso ou tout son système? Parce que lorsque vous dites même par la force de l'âge, il peut partir, on ne va pas oublier qu'il y a toute une machine qu'il a mise en place et qu'il pourra se faire, par exemple, succéder par soit son fils, comme les gens commencent à le dire, ou par quelqu'un d'autre, mais ça sera la même machine, le même système. Comment vous concevez ce Sassou Nguesso dont vous parlez là? ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui travaillent même de bords différents parce que tout le monde se sent en danger avec M. Denis Sassou Nguesso. Et moi, je ne conçois pas un Congo sans les membres du PCT, qui sont des Congolais comme nous, ou ceux du MCDDI, de l'UDH-UKI, de feu Parfait Kolela ou du RDPS. M. Denis Sassou Nguesso a enfermé tous les Congolais du nord au sud dans une espèce de prison. M. Denis Sassou Nguesso est l'épouvantail. Et demain, comme je vous le dis, moi, je conçois un Congo avec tous les Congolais. Effectivement, il y a des Congolais qui devront répondre de leurs crimes, mais je ne vois pas comment vous pouvez exclure une partie des Congolais. Demain, moi, ça ne me gêne pas. En tout cas, suite à un bongi, comme on dit chez nous, à des discussions, si le consensus se dégage pour qu'une personne, qu'elle soit du nord ou du sud, allez, parlons du nord, puisqu'on est dans la Confédération congolaise et que moi je suis du sud, et pourquoi pas si c'est la personne à même de faire avancer le pays. Mais tout ça, si vous voulez, dans la configuration qui est la nôtre. C'est-à-dire que moi, demain, je soutiendrai à la tête de la transition une personne qui est pour mettre en place un modèle régionaliste ou fédéraliste, hein, pour parler aux Congolais. Mais n'est-ce pas là une des erreurs qu'avait commis, bien entendu, commises par la conférence nationale que de vouloir toujours continuer à travailler avec le Parti congolais du travail dont les Congolais en majorité savent est la cause de tous les maux qu'ils vivent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas par exemple une possibilité de fondre ce parti dans les autres, quitte à disperser ou à suspendre ce parti, comme le disent les autres? Oui, mais je vais vous dire une chose. Si on se réfère à la Constitution de 1992, parce que pour nous, si vous voulez, le postulat, c'est la Constitution de 1992. Avant de soumettre à référendum une autre Constitution, il faut qu'on rappelle aux Congolais que la Constitution de 1992 est notre seul outil. Si on se réfère à cette Constitution, si vous la lisez, tous les partis politiques qui ont créé des milices doivent disparaître. Donc oui, le PCT doit disparaître, oui, le MCDD doit disparaître, oui, l'UPADS doit disparaître, également les RDPS. Moi, je n'ai, si vous voulez, aucune crainte à le dire. Maintenant, mais bien naturellement, aux grands mots, les grands remèdes, pourquoi pas? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, tous les partis politiques qui ont eu des milices, aujourd'hui, on sait que l'UPADS en a eu, que le MCDD en a eu, que M. Tister Tikayer en a eu, il faut dissoudre tous ces partis politiques. Après, pendant la transition, il faut réfléchir à la loi sur les partis politiques. Vous savez que les partis politiques chez nous ont un caractère ethnique. Donc, il faut réfléchir à des modèles pour que demain, ces partis politiques-là ne soient pas à caractère ethnique, en tout cas pas hégémonique, même dans leur terroir. Je vais vous prendre un exemple. Demain, il faut qu'on ait une loi qui permet effectivement je prends l'exemple de l'UPADS, admettons que l'UPADS fasse, comme ça l'a été en 92, 95% de voix dans une circonscription, c'est bien OK, mais l'UPADS ne doit pas avoir 95% de sièges. L'UPADS devra avoir, si elle a fait 95% de voix, 55% de sièges pour permettre une démocratie sur le plan local. Mais il faut mettre un dispositif qui fait que l'UPADS, qui a eu 95% de sièges, n'ayant que 55% de sièges, ne puisse pas voir sa majorité basculer. Donc, je pense qu'on a la capacité de mettre en place une ingénierie politique qui permette une stabilité des institutions. Il faut pas déplacer un problème national sur le plan régional. Donc, voilà toutes les questions
que la transition, demain, devra régler lorsqu'on fera partir M. Denis Sassou Nguesso. Oui, mais M. Mingwa, lorsque vous répondez, j'ai l'impression que vous ne jurez que sur la Constitution de 1992. Est-ce pour autant dire qu'évidemment, lors de cette transition, il sera également question de ramener finalement le Congo vers la Constitution de 1992, ou bien c'est pour aller vers une autre Constitution? C'est pour aller vers une autre Constitution, mais la Constitution de 1992 a le mérite de rappeler que n'importe qui ne peut pas arriver pour renverser, si vous voulez, une décision votée par un peuple. Et vous imaginez, c'est grave ce qu'a fait M. Denis Sassou Nguesso. Donc, cette Constitution, effectivement, comme je vous l'ai rappelé, est non seulement un plagiat de la Constitution française, mais avec beaucoup d'imperfections. Donc, il faut déjà rappeler ce fait. Et ça peut également nous permettre, auprès des créanciers du Congo actuel, de leur dire, effectivement, nous voulons négocier avec vous, mais sachez que M. Denis Sassou Nguesso avait renversé des institutions démocratiquement élues. Donc, ça peut nous permettre, dans le cas d'une négociation, certains leviers. Mais indépendamment de ça, il faut rappeler aux Congolais qu'il faut respecter la loi. Et pour ma part, comme vous le savez, c'est donc dire aux Congolais que 92 est, si vous voulez, le postulat, mais il faut aller vers une autre république. Mais une autre république, si vous voulez, une nouvelle constitution, suite au compromis politique, qui sera soumise à référendum. Et comme quoi, toute cette période, depuis le retour, bien entendu, de Denis Sassou Nguesso par le coup d'État jusqu'à ce jour, sera considérée comme une transition, c'est-à-dire une période qui n'a pas existé, où le Congo s'est arrêté. C'est cela, puisque jusque-là, on est dans l'anticonstitutionnalité depuis qu'il est revenu au pouvoir, malgré les constitutions qu'on a eu à mettre en place. On est dans l'anticonstitutionnalité, mais il faut surtout qu'on fasse attention. Pour ne pas reprendre ce que M. Chirac avait dit, mais avec beaucoup de ruse ou de perfidie, ou si vous voulez, beaucoup de condescendance plutôt, que la démocratie est un luxe pour les Africains. C'est-à-dire que quelles sont aujourd'hui, si vous voulez, les demandes de notre peuple? C'est celle des besoins fondamentaux. Donc, je vous rejoins lorsque vous dites que la Constitution seule ne résoudra pas les problèmes du pays. Il faut rapidement répondre, si vous voulez, à cette famine que vous avez décrite pendant votre préambule, dans votre exposé. Il faut répondre au chômage endémique des Congolais. Si vous ne répondez pas à ça, on criera rapidement gouvernement Nzala, comme l'avait dit Monsieur Feu Lekonzo pendant la transition. Donc, si vous voulez, c'est une réflexion globale. C'est pour ça que je vous parlais de la création sous 5 ans de 50 000 emplois, c'est-à-dire 10 000 emplois. Et ça sera probablement la dernière question. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'après Sassou Nguesso, ça sera le déluge? Et peut-être que c'est imagé, mais je ne sais pas, mais beaucoup le disent. Mais écoutez, je peux comprendre que les gens soient fatalistes, mais moi, ce qui me rassure, c'est que je discute beaucoup avec les cadres congolais qui vivent au Congo. Et vous comprenez bien que ce système, si vous voulez, qui considère toute excellence comme suspecte, fait que vous avez beaucoup de talents, des cadres bien formés, qui demain, s'ils sont dans un environnement démocratique, travailleront correctement. Vous avez une diaspora également très formée. Je peux vous dire que après Sassou Nguesso, nous serons en guerre. Nous serons en guerre contre la pauvreté. Et si nous sommes en guerre contre la pauvreté, il faut que nous ayons un gouvernement d'union nationale avec tous les fils du Congo. Nous sommes à peine 4 millions d'habitants. Vous savez, excusez-moi de vous le dire, je vais vous rappeler, enfin, je vais vous parler d'une anecdote. Il y a une dizaine d'années, je me rendais en Tunisie, à Tunis, et avant que l'avion n'atterrisse, on a présenté le pays en disant que Tunis était une capitale de 10 millions d'habitants, de 5 millions d'habitants. J'ai eu les larmes aux yeux en me disant, mais finalement, on peut prendre toute la population congolaise et la mettre dans Tunis. Ce que je veux dire par là, M. Perrin, c'est que dans notre pays, tout est à faire. Si les Congolais sont dans l'Union nationale, au bout de 5 ans, pour ne pas dire 3 ans, si nous mettons nos problèmes de côté, ce pays se relèvera.
sans le pétrole, parce que le vivier de l'emploi au Congo, c'est celui de l'agriculture et de l'élevage. Sachez qu'au Congo, tous les ans, l'État dépense 300 milliards de francs CFA pour importer les produits alimentaires. Dans un pays où, lorsque vous lancez par terre, vous jetez par terre un grain de maïs, vous revenez 3 mois après, vous avez le plant de maïs qui a poussé. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit fataliste. Les lendemains seront très durs, mais je pense que nous avons de l'espoir, si nous nous mettons au travail, que notre pays se relèvera. C'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Mingwa Biango. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du célèbre site d'information en ligne Congo Liberty. Merci de nous avoir visités aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions et n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.